J'aime en fait sentir qu'on trouve des solutions pour que les gens aillent mieux, ça c'est sûr, mais pour qu'ils expérimentent en fait des expériences qui leur font du bien, qui les rendent heureux, pour qu'ils expérimentent aussi la vibration de la beauté. C'est vraiment quelque chose qui me... je trouve que c'est un remède, quoi, que c'est une médecine en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Carrément. J'adore. Pas tellement. Grave. Exactement. Kai et Luna. Kai et Luna. J'aime les femmes et qu'elles soient changeantes. Souvent, Arnaud me dit que je suis inconstante. Il m'agace rarement, mais quand il me dit cela, mon sang ne fait qu'un tour. Et puis un jour, le baume est venu à moi. Oui, nous les femmes sommes changeantes. Nous sommes toutes les femmes en une. Nous portons en nous la puissance des cycles, des saisons, des lunes, des astres. Nous sommes des louves, des guerrières, des amoureuses, des épouses, des guérisseuses, des muses, des mystiques, des prêtresses, des doulas, des alchimistes et des visionnaires. Parfois, nous rentrons à l'intérieur de nous. Parfois, nous brillons comme des soleils et affirmons notre soif de vivre. Parfois, nous voulons le silence. Parfois, la profondeur d'une discussion. Nous vibrons nos désirs et aspirons à leur donner chair. Nous nous aimons maternantes, mais aussi indépendantes. J'avais très envie de podcaster une femme qui incarne les cycles et l'autorisation d'être inconstante. Un jour, car la vie est bien faite, l'occasion s'est présentée à moi. Alexandra Frida. À l'endroit de célébrer la femme dans tous ses états, elle se pose là. Alexandra Frida, tellement de A qui résonnent et se répondent. A comme la première lettre de l'alphabet, celle qui demeure, celle qui ouvre la voie, celle qui autorise, celle qui assume, accueille et accompagne. Alexandra, si je devais ne poser qu'une phrase, ce serait, en tout cas pour moi, de l'art d'être et de permettre de devenir. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous les deux. Alors Alexandra, tu l'as vu, tu l'as entendu, Luna m'a démasqué dans son introduction. Je serais intéressé d'avoir ton opinion sur les raisons qui font que notre culture occidentale ne soit pas si confortable avec les notions de cycle et d'inconstance. Certainement parce que finalement notre culture a peut-être cherché à enfermer en fait les femmes et puis même les hommes finalement dans des modèles, dans des cases, et que finalement c'est peut-être plus rassurant d'avoir quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas. Quand je dis quelque chose, je parle bien sûr d'une énergie, mais aussi d'une personne tout simplement. Finalement, quand on met chaque personne dans une place, dans un rôle, et qu'on leur demande de ne pas bouger, c'est une façon d'avoir une autorité peut-être sur eux, c'est une façon de contrôler aussi. Donc je dirais que ça se situe déjà là, au démarrage peut-être. Ouais. Alors justement, puisque on parle si bien de figer les êtres, c'est vrai qu'on reproche souvent aux femmes d'être hystériques ou, comme je le disais, inconstantes. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ce truc qui est parfaitement galvaudé, si tu en es d'accord. Oui, tout à fait. Mais c'est peut-être que finalement, quand on commence à cheminer avec le féminin sacré, qu'on commence à explorer justement sa cyclicité, c'est la première chose qu'on va venir s'autoriser en fait, et on va venir déconstruire le fait qu'on nous ait demandé d'être au même endroit en fait, qu'on nous ait demandé d'être constante, un peu comme... Alors moi j'aime bien utiliser les métaphores du soleil et de la lune, etc. Et c'est vrai que le soleil, c'est cet astre qui brille et qui est censé être dans la performance et qui est toujours finalement au même endroit avec la même constance. Et ça, on dit que c'est généralement une énergie qui est plutôt yang en fait. Et la lune, de par ses phases, de par ses cycles, elle autorise en fait le fait qu'elle puisse être changeante, que tous les jours elle nous montre un visage différent, et que c'est le propre de la nature en fait de fonctionner comme ça, le propre des saisons. Et la femme, elle est traversée forcément par ces saisons, puisqu'elle est
elle a été choisie pour donner la vie, donc c'est normal que sa nature soit cyclique. Et moi, la première fois que j'ai fait ces découvertes, et je les ai faites assez tard finalement, en lisant des livres sur le féminin sacré qui venaient relier en fait l'énergie des cycles menstruels féminins à l'énergie des saisons et à l'énergie des phases lunaires. Et ça a été un choc en fait. Ça a été un choc de découvrir ça et de me dire mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas appris ça en classe de sciences naturelles ? Pourquoi est-ce que ma mère et ma grand-mère m'ont pas transmis cette poésie en fait de ce lien entre ma nature féminine et la nature tout simplement. C'est drôle en t'écoutant, moi j'ai l'impression que à l'endroit des hommes, on nous a beaucoup dit souvent femmes varient. Alors on nous l'a dit, mais peut-être pas de façon péjorative, mais en tout cas nous on l'entend un peu comme ça, souvent femmes varient. Attention, ça peut beaucoup changer rapidement, donc je pense qu'il y a aussi du côté des hommes une forme d'inquiétude à ce que tu expliquais, une peur d'inconstance. Oui, mais parce que ça a été diabolisé. Cette inconstance, elle a été diabolisée, elle a été... on n'en voulait pas, en fait. Elle a été cachée et puis montrée du doigt, alors que, je le dis souvent, c'est comme si tu regardais le ciel qui se mettait à pleuvoir et que tu l'injuriais en lui disant « mais tu n'as pas la permission de pleuvoir, enfin, mais qu'est-ce qui te prend ?» Si tu regardais... Tu vois, calme-toi, le ciel. Alors peut-être qu'en effet, on peut se mettre en colère parfois parce que, voilà, les intempéries n'étaient pas prévues, etc. Mais c'est la nature qui est comme ça et on ne peut rien y faire. Donc, et c'est la beauté. Et je trouve que ce cadeau en tant que femme de vraiment se réconcilier avec ça, et c'est vrai que c'est quand même ce que je propose à travers les cercles de femmes, à travers toutes sortes de rituels, c'est une invitation extraordinaire de venir accepter ces saisons et de venir les honorer et même les célébrer en fait. C'est extraordinaire et c'est pas que et évidemment c'est pas que pour les femmes. Bien sûr. Les hommes aussi sont traversés par les saisons et les cycles lunaires, etc. Alors justement, en parlant de cercle de femmes, tu as créé Moon Sister. Peux-tu nous raconter la genèse de ce projet et puis surtout nous parler, même si tu as commencé à le faire, de ton rapport aux énergies et aux symboles. Alors bien sûr, il y a les cycles lunaires, mais je sens que tu es aussi adepte de l'astrologie et d'autres pratiques qui célèbrent la puissance d'autres luminaires et planètes. Tout à fait. Est-ce que tu peux ouvrir un petit peu le champ, parce que c'est vrai qu'on associe beaucoup les cercles à la Lune, mais finalement, il n'y a pas que ça. Non, c'est sûr. Moon Sisters, ça s'est fait tout naturellement, en fait. C'était pas du tout préconstruit comme démarche. J'ai pratiqué le bouddhisme pendant de nombreuses années, peut-être 15 ans à peu près. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie tout simplement, très naturellement en fait, de m'intéresser à d'autres choses. Et j'avais été très touchée par les mantras. Les mantras qu'on récite en Kundalini, par exemple, dans la tradition du yoga. Et donc, je commençais à pratiquer le yoga et à chanter les mantras. Et sans même savoir quelle était leur médecine, je sentais vraiment tous mes corps énergétiques, en fait, à l'intérieur de moi qui vibraient et qui s'ouvraient. Et c'est à ce moment-là que, je dirais, l'appel de la déesse est arrivé dans ma vie parce que je savais pas ce que c'était, mais j'étais attirée par les fleurs. Je ressentais le besoin de composer des mandalas, mais sans objectif particulier, j'avais juste envie de voir toute cette beauté florale, j'avais envie de composer des mandalas aussi avec des pierres. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir le besoin de voir Marie, la Vierge. Alors que vraiment, je viens pas du tout d'une tradition chrétienne. Et dès que je pouvais, je rentrais dans les églises et c'était pas du tout Jésus que je cherchais, c'était Marie, absolument Marie. Et j'avais l'impression qu'elle me parlait en fait. Et je me disais, mais c'est dingue, je suis devenue comme Jeanne d'Arc, j'entends des voix, qu'est-ce qui m'arrive ? Et voilà, et en fait, c'était le cœur de la déesse, quoi. C'était toute cette énergie féminine de la déesse, toutes ces traditions ancestrales qui remontent à ces lignées païennes, en fait, qui étaient là bien avant les trois religions monothéistes avec les prophètes masculins, qui venaient, voilà, un peu comme une rivière couler dans mes veines, j'entends la source un peu. Voilà, c'était vraiment très fluide. J'avais l'impression, c'était vraiment à travers le chant, à travers toutes ces transmissions. Et puis après, j'ai fait d'heureuses rencontres, déjà de très belles lectures, et puis j'ai fait d'heureuses rencontres aussi en ligne, et j'ai pu
hérité d'une tradition de prêtresse en faisant une école des mystères en ligne sur plusieurs années. Et c'est là qu'il y a eu tous les symboles justement dont tu parles. C'est là qu'on m'a transmis énormément de transmissions sur le symbolisme sacré. Et en réalité, une fois qu'on s'intéresse à ça, on se rend compte qu'il est présent partout en fait. Il est présent déjà dans plein de monuments, dans plein de temples et même dans la nature. Donc elle symbolise bien sûr avec l'astrologie, mais aussi vraiment avec des symboles sacrés, quoi, des symboles de sorcières en quelque sorte. Alors je le dis juste parce que les personnes qui écouteront ce podcast ne te voient pas, mais quand elle répondait à cette question, Alexandra était vraiment comme une liane, hyper gracieuse, ses bras devenaient des ailes, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui est assez puissant, c'est cool. Ouais. Le mot énergétique, ou en tout cas énergie, n'est pas galvaudé à cet endroit-là. C'est assez passionnant déjà de t'écouter et de s'ouvrir à tous les possibles qu'offrent les cercles. Chacune peut exprimer sa sensibilité à l'endroit des autres femmes. Quelles sont les gardiennes qui t'ont touchée et en quoi es-tu le plus nourrie quand tu endosses toi-même ce rôle? Je dirais que les femmes qui m'ont touchée sont celles qui m'ont le plus transmis, forcément. C'est Sienna Sherman et Ashley Turner, qui sont deux prêtresses américaines, avec qui j'ai finalement suivi ce chemin initiatique, en fait, cette exploration du féminin. Elles t'ont nourri parce qu'elles t'ont transmis. Ouais. Et toi, quand tu endosses ce rôle pour toi-même, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? En tant que gardienne, en tant que gardienne. Dans un cercle. Yes. Écoute, moi, quand j'endosse, je suis à l'écoute, en fait. Je suis à l'écoute de la parole qui est en train d'être offerte, à la fois par les femmes, et puis ensuite, je suis à l'écoute de l'énergie qui est en train de se créer lorsque nous sommes toutes ensemble. Et puis ensuite, je suis à l'écoute aussi des mondes invisibles, en fait, des messages peut-être qu'on ne perçoit pas tout de suite, mais qui sont là pour le groupe. Et j'aime essayer vraiment de me placer comme un vecteur, tu vois, qui est juste là, présente, et qui est celle qui fait les petits réglages, en fait, pour que tout circule, pour que tout soit circulaire, en fait, vraiment, pour que tout ce qui doit circuler circule, et que tout ce qui doit naître ce soir-là ou ce jour-là soit enfanté, quoi. Et ce rôle, parce qu'on ne va pas parler de travail à l'endroit d'être une gardienne, mais justement ce rôle à la fois d'accueil et de vecteur de circulation, il est quand même fatigant. Et peut-être que tu peux nous partager l'état qu'on traverse aussi, parce que c'est pas parce qu'on est dans une écoute active qu'il se passe pas énormément de choses, et qu'au final, après avoir animé un cercle, on peut se retrouver aussi soi-même dans une situation énergétique un peu complexe. Ouais, c'est vrai. Après, je me dis, généralement, je travaille pas mal aussi alors moi, tu sais, je n'anime pas des tentes rouges, donc ce sont des cercles qui ont vraiment des thématiques, et c'est assez personnel comme choix, mais j'aime le fait que qu'il y ait quand même une énergie, un rituel commun, et qu'on se soit vraiment réunis pour quelque chose ce soir, quoi, par exemple, si c'était une pleine lune ou une nouvelle lune ou un solstice. Et donc, du coup, le fait de vraiment travailler l'espace avant, j'ai toutes sortes de petits rituels que j'aime faire, où je vais faire un peu de reiki dans l'espace, ou alors je vais encoder des mots-clés aussi dans l'espace. Je vais vraiment souhaiter, en fait, comme une prière à toutes les femmes, des choses avant même qu'elles arrivent. Du coup, ça me permet vraiment de placer le décor, et moi aussi de me placer dans une énergie particulière. Et ensuite, j'aime bien accueillir les femmes et vraiment les emmener dans ce voyage-là. Donc, c'est rare quand même qu'à la fin d'un cercle, je me sente épuisée. Mais je comprends qu'on puisse le ressentir, surtout que il peut y avoir aussi des imprévus qui font partie de la cérémonie. J'avais appris ça par une chamane, que there's no accidents, everything is part of the ceremony. Donc s'il y a un coussin qui prend feu à un moment donné parce qu'il y a une bougie qui a brûlé, ça faisait partie. Donc c'est intéressant de voir ça comme ça aussi. Mais ouais. Ouais, c'est ce qu'on disait avant de démarrer le podcast, c'est que tu as quand même un profil très entrepreneurial, donc finalement il y a aussi d'être sur la tension et sur le fil qui t'anime.
Ouais, c'est vrai. Cet inconnu que le cercle propose, c'est un peu une came finalement, non? C'est vrai. Tu as l'air d'être une maman louve. Pour autant, on peut partager, je crois que ta fille aînée est partie vivre 1 an avec son papa aux États-Unis. Ouais. Alors, c'est ce qu'on échangeait. Moi, ce contexte me parle et de fait me touche. Être maman n'enduit pas systématiquement de fermer la porte à des modalités nouvelles quand il s'agit du lien et de la relation à nos enfants. Et puis surtout de ce qui est juste pour nous en tant que femmes. Qu'est-ce que tu pourrais exprimer justement à ces femmes à l'endroit de la culpabilité sur le rôle de maman? Écoute, si je pars de mon cas, de mon expérience personnelle, je sais que lorsque ma fille, donc Sienna, m'a vraiment exprimé l'envie et le besoin même de passer du temps avec son papa, et en plus, ce qui était clair pour elle, c'était qu'elle voulait que ce soit égal. Elle voulait passer autant de temps avec son père que sa mère, et je trouvais ça extraordinaire en fait qu'elle place l'homme et la femme à égalité. Voilà, que une maman n'est pas plus importante qu'un papa, et ce dès très petite, elle l'avait très très clairement positionné. Et je trouvais ça formidable aussi de me dire que pourquoi est-ce qu'il y aurait systématiquement ce postulat que si les parents se séparent, c'est la mère qui aurait l'enfant plus de temps finalement. Bon, après elle n'était pas bébé non plus, elle avait 4 ans et demi, mais donc c'est vraiment elle aussi qui est tellement claire dans ses choix, dans ses désirs, dans le fait qu'on a la même place dans son cœur et que c'est comme ça qu'elle veut vivre sa vie, que du coup moi je l'ai bien écoutée, et il y a eu pas mal de fois où les gens me disaient que je faisais une erreur, qu'il fallait pas faire ça comme ça, que c'était pas à elle de décider, etc. Mais son père et moi, on était assez clairs et assez... on n'est jamais passé devant un juge, ça s'est toujours fait à l'amiable. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire aux femmes? De toute façon, dès qu'on ressent de la culpabilité, c'est qu'il va falloir prendre un petit moment et travailler ça. Clairement. Leçon numéro 1. Voilà, la culpabilité, c'est quelque chose, c'est un héritage judéo-chrétien qui est très intéressant et qui peut, qui va venir nourrir forcément un travail qu'on peut faire sur soi et sur son cœur. Et il faut absolument s'en libérer parce qu'être mère, c'est pas être là tout le temps, à chaque instant, quoi. Pas du tout. Il y a des moments où il faut être là, il y en a d'autres où au contraire, il faut être absente. Et là, je sens que c'est très bénéfique pour elle que je sois pas là, tout simplement. À bon entendeur, surtout à ceux qui s'étonnent. On leur dit merci. Voilà. Alexandra, nous aimons nous aussi les symboles. Cette lettre A qui te caractérise porte une énergie active, émissive. Parle-nous un peu, si tu le veux bien, de cette énergie masculine qui fait aussi partie de ta personnalité. Tu l'accueilles comment? Et elle te mène où? Ça m'intéresse beaucoup. Merci justement pour la question, on en parlait un petit peu avant. C'est vrai qu'on me pose rarement cette question de mon énergie masculine. Et ouais, en effet, c'est vrai que je suis assez guerrière. Et elle me mène, c'est sûr. Il y a beaucoup d'actions. Je pense que j'ai beaucoup de drive, comme on dit en anglais. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, beaucoup de projets. Et puis quand ça vient comme ça arrive d'un coup. Et si je pouvais, je réaliserais tout d'un coup, ou je réunirais rapidement une armée pour qu'on fasse tout rapidement ensemble, etc. J'ai un drive, quoi. Vraiment. Et ces moteurs-là dont tu parles, drive, c'est quoi? C'est quoi le moteur au final, quelque part, qui te pousse l'énergie, le carburant? Il est à quel endroit? C'est vraiment le bien-être, la beauté et le développement spirituel, quoi. J'aime en fait sentir qu'on trouve des solutions pour que les gens aillent mieux, ça c'est sûr, mais pour qu'ils expérimentent en fait des expériences qui leur font du bien, qui les rendent heureux, pour qu'ils expérimentent aussi la vibration de la beauté. C'est vraiment quelque chose qui je trouve que c'est un remède, quoi, que c'est une médecine en fait. Vous savez, cette sensation où tout est beau autour de nous, mais quand je parle de la beauté, c'est un coucher de soleil, ou un lever de lune, et puis cette sensation aussi de bien-être, vraiment de bien-être, parce qu'on se sent aligné, parce qu'on sent qu'on a fait les réglages nécessaires dans notre vie pour pour transformer et vraiment vivre pleinement dans son énergie. C'est quelque chose,
permettre d'expérimenter ça aux gens, voilà, ça serait ça. Ça serait ça ton moteur. Drive, c'est voilà, hyper important. Alors c'est marrant quand tu parles de ça. Je me souviens du podcast avec Amy Smith qui nous disait, pour le coup, on l'interrogeait sur sa partie féminine et définir qu'est-ce qu'était pour elle le féminin. Et elle dit c'était sa capacité d'émerveillement. Donc ça pourrait être ça, ce masculin, ce driver à vouloir partager ses levées de soleil ou ses couchers de soleil, et puis ce côté féminin, cette capacité à le recevoir. Exactement. Ouais, absolument. Donc toi, ce qui t'active, c'est que les autres puissent recevoir. Oui, ben oui, c'est ça, c'est que les autres puissent expérimenter ce féminin, le récepteur, quoi, justement, la réceptivité. C'est vrai qu'il y a une énergie chez toi qui se dégage d'un point de vue de ton expressivité, même. Voilà, quand tu parles, je ne sais pas quelles sont tes origines d'ailleurs. Hein, non, je suis d'origine française. Tu parles d'un truc à la fois méditerranéen et californien, c'est. Ouais, bon, après ça doit être la culture aussi. Je pense. J'ai grandi en Afrique et puis après j'étais dans une école américaine aussi quand j'étais plus jeune, donc j'ai été biberonnée à le wow, that's amazing, let's go for it. Ils sont forts quand même les Américains pour ça, pour te dynamiser, quoi, en quelque sorte. Et tu sens que certaines fois on te l'a non pas reproché, mais qu'elle a pu être un obstacle, cette énergie masculine, parce que ce que disait Luna très justement, quand on te voit, elle déborde et elle est touchante. Après, elle peut aussi faire peur. Ouais. Et puis, on peut avoir aussi envie de dire c'est trop. Ouais. Je pense que déjà, moi, j'ai des moments où mon masculin peut me faire du mal. Parce que c'est trop, en fait. Et que je peux avoir le masculin qui. Un masculin patriarcal, en fait, justement où je viens de me bousculer un peu, s'il n'y a pas eu assez de rendement, si j'ai pas assez produit, créé, etc. Donc je dois vraiment me reconnaître ces moments-là et m'offrir la médecine qu'on offre, voilà, en cercle de femmes, clairement. Donc ce serait ça, et je sais que j'ai une de mes plus belles amitiés féminine qui s'est terminée comme ça, parce que elle, et donc bon, c'était superbe parce qu'elle a été très honnête et très transparente, et moi ça a été très beau aussi de le recevoir, mais vraiment elle me disait qu'elle n'arrivait plus à avancer à mes côtés parce que justement la lumière, entre guillemets, était écrasante pour elle, et qu'elle avait besoin de s'éloigner pour pouvoir voir sa propre lumière aussi à elle, et puis pour pouvoir cheminer sur dans d'autres énergies, quoi. Ouais, c'est marrant. Ouais. Je trouve ça courageux de sa part, au final. Très courageux. De l'avoir dit. Ouais. Quel Vraiment. cadeau elle se fait. Exactement, je l'ai vraiment remerciée. Bon, c'était pas simple parce qu'honnêtement, c'était une belle amitié. C'était certainement la personne qui me connaissait le mieux, donc ça faisait vraiment. C'était difficile de perdre une sœur comme ça, mais voilà, ça a été reçu des deux côtés. Et voilà. Merci de ce partage, parce que c'est vrai que voilà, dans la nature de ta personnalité. Pour le coup, la vulnérabilité, c'est pas quelque chose qui doit être simple pour toi. Non. et je trouve que là, pour le coup, tu déposes quelque chose à cet endroit-là. C'est vrai. Non, je sens que là, sur les 5 prochaines années, je me suis mis dans ma to-do vulnérabilité. Il va falloir aller explorer ça parce qu'en effet, c'est vrai que j'ai tendance à... Ouais, voilà, j'ai ce côté, on a un objectif, il faut le réaliser ensemble, etc. Et puis, on lâche pas tant qu'on l'a pas réalisé. Donc, la vulnérabilité. Et j'ai envie qu'il y ait plus d'hommes autour de nous, les femmes. Ouais, c'est clair. Ouais, ces 5-6 dernières années, vraiment, tout était exclusivement féminin, et ça l'est encore, dans les cercles, dans les retraites, dans tous les ateliers que je mène. Et je pense que c'était nécessaire parce qu'on avait besoin de guérir entre femmes. Mais là, je sens vraiment, depuis quelque temps déjà, c'est cette envie d'ouvrir l'espace aux hommes, quoi, vraiment, de sortir de ce clivage. Et ouais, je sens que c'est le bon moment. Mais souvent, Arnaud me dit, on pratique ce qui nous soigne. Et finalement, c'est un peu ton chemin. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. D'aller vers. Ouais. C'est très beau. Et tu dirais qu'à l'endroit des femmes, souvent, elles déposent des choses qui sont plus du domaine de leur relation
Je dirais principalement, c'est quand même le domaine de leur relation à elles-mêmes. C'est en premier lieu ce que je ressens le plus, c'est un manque d'amour-propre, en fait, tout simplement. Vraiment un manque de confiance en soi, de la culpabilité, de la tristesse, de l'amertume, de la solitude, un sentiment de ne pas être comprise. Enfin, c'est vraiment beaucoup d'isolation, je trouve, et de manque d'amour-propre, quoi. Ouais. Donc, la réparation, elle se fait vraiment... là, j'ai l'impression. Et puis après, bien sûr, il y a tous les autres domaines qui ressortent. Mais ouais, c'est vrai, je partage. Et c'est pour ça aussi que je trouve intéressant ton énergie. Parce que finalement, ouais, il faut quand même du drive pour faire que des personnes... puissent se sentir en sécurité. Parce que ce que tu accueilles et ce que tu exprimes, c'est que c'est la vulnérabilité à des endroits très intimes. Et que sans doute, moi, je pense que cette énergie que tu as, qui est extrêmement rassurante, où tu incarnes une forme de force, leur permet de venir déposer quelque chose. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi pour ça que je ne m'autorise pas vraiment beaucoup de vulnérabilité en cercle, parce que j'ai envie de tenir l'espace pour elles, en fait, et pas de le tenir pour moi. Je crois que j'avais entendu à Ashley, justement, une de mes prêtresses, qui disait don't use your women's circle as your therapy. C'est-à-dire de faire un petit peu attention quand même au fait que, évidemment, on va toujours vers ce qui nous soigne, mais que, attention, quand on tient un espace comme celui-ci qui est aussi précieux, ça peut pas être notre moment de thérapie, quoi. Faut pas mélanger les deux. Ça peut l'être quand après tu sors de ton cercle et tu vas toi en cercle de femmes. Mais et je pense que c'est pour ça que je dépose pas ma vulnérabilité et que je baisse pas trop ma garde, si je peux dire ça comme ça, en cercle, parce que je veux être sûre que le container, enfin que le cercle il soit safe et que bien ancré et bien stable pour que tout le monde puisse et puis toi aussi être en capacité de recul et de réponse et d'écouter, bien sûr. Alexandra, pour finir ce podcast, je ne peux m'empêcher de conclure en faisant une place à ton amoureux. En plus, j'ai eu la chance de le rencontrer avant cet enregistrement. Nul doute qu'il participe à sa façon à ce que les femmes s'accueillent dans leur puissance. Alors peut-être une phrase pour lui. Une, même plus, en tout peut-être. Cas, plus. Non, mais tu vois, c'est intéressant parce que quand Louis en fait est rentré dans ma vie au moment justement où je m'ouvrais au féminin sacré, au mandala, aux fleurs, tout ce que je racontais là au début, où j'allais voir la Vierge, etc. Louis est rentré dans ma vie à ce moment-là. Et j'étais très vulnérable à ce moment-là, justement. Tout ce que j'avais construit, tous mes grands édifices que j'avais construits se sont effondrés, que ce soit le couple avec le père de Sienna, que ce soit l'entreprise que j'avais créée. Enfin voilà, Kali, vous connaissez la déesse Kali, la déesse du feu. Elle était entrée dans ma vie à ce moment-là, elle avait tout brûlé. Et donc voilà, donc j'étais en pleine phase de reconstruction et j'avais peu de choses en fait, j'avais pas beaucoup d'armure, quoi. Et c'était lui qui m'apparaissait comme cette force masculine très puissante, parce qu'il était entrepreneur et qu'il faisait plein de choses et qu'il était très stable, qu'il avait des épaules très solides. Et puis voilà, et puis petit à petit dans notre couple, peut-être que voilà, les choses ont un petit peu shifté. Je pense que lui va vers plus de féminité, vers plus de douceur et de rondeur et de réceptivité, pendant que moi j'ai remis un peu ma tenue d'Amazone. Et voilà. Donc c'est merveilleux parce que en effet la plupart des cercles de femmes que je facilite, on le fait dans ces bureaux. Donc c'est beau et on a créé un temple ici. Il a accepté qu'on crée un temple féminin dans son temple à lui. En tout cas, c'est vrai qu'on vous a vu tous les trois avec la petite Ella. Avec la petite Ella et que c'est un peu ce qu'on se disait. Et c'est ce que tu prônes aussi, cette ouverture aux hommes. Et c'est vrai, quand on vous a vu tous les trois, il y avait quelque chose qui était aussi énergétiquement sans doute plus équilibré. Je trouve que c'est intéressant ce que tu as posé. Voilà, c'est toujours que des enjeux d'équilibre et que finalement oui, si tu
réfléchis à un concept où tu accueilles au sein de cercle de femmes des hommes, ce sera aussi pour venir réguler quelque chose. Je suis sûre que ce concept ouvert aux hommes va marcher sous ton égide. On te souhaite de le réussir. Merci beaucoup. Je suis très, très, très honorée et très heureuse aussi de cet échange. Et puis, on est dimanche en plus, voilà, le jour du soleil, Sunday. Voilà. J'ai l'impression d'avoir passé un moment en famille avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alexandra. Merci à toi. Beaucoup. Kaeluna.